La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia. Hoy día estamos con el doctor Jean-Bernard Bajon, que viene de la Universidad de París 11, la Sorbona. Está de visita aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería, pero específicamente en el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, visitando a los científicos que trabajan allí, que son principalmente de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estimado Jean-Bernard, ¿cómo se va? Bien, merci. Depuis quand tu es à Lima? Depuis à peu près 6 semaines, mais je viens régulièrement à l'IMCA depuis 6-7 ans, je ne sais plus exactement. Et je suis très content de collaborer avec mes collègues de l'IMCA. Donc tu es habitué ici alors? Oui, malheureusement pour moi, mes collègues de l'IMCA, en particulier Eladio, parlent français. Eladio et Roger. Roger, non, mais Eladio, oui. Et donc, cela est difficile pour moi de converser un peu plus en espagnol, bien que j'arrive à le comprendre et à m'exprimer. Ici, les mathématiques, tu sais, c'est pas très coté chez les étudiants du secondaire, mais il paraît qu'en Europe, les mathématiques sont bien appréciées. Alors, c'est vrai qu'en Europe, il y a de grandes écoles comme en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, même si l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. Mais ça s'est développé en fait à partir, je crois, de la Révolution française. Ça paraît, oui, si loin, parce que ça paraît étonnant, mais toute l'Europe, c'est pas que en France, c'est un point de départ. Et à la Révolution française, il y a eu une ouverture des sciences. En général? En général. Pas qu'en France, hein. Oui. C'est en général. Et la France a participé à cette révolution. Et par exemple, en France, il y a eu Napoléon le consul, pas l'empereur. Le consul, à l'époque, c'était l'équivalent du président. Oui. Et il a développé tout un arsenal éducatif pour pouvoir développer les sciences. Par exemple, il y a eu l'école polytechnique, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Il y a eu l'école normale supérieure où j'ai été élève, parce qu'on ne dit pas étudiant, élève. Et il y a eu d'autres écoles comme l'école des ponts, etc., qui ont été créées à cette époque-là. Il paraît que Napoléon envoyait d'abord les scientifiques, après les militaires, en Égypte, par exemple. Oui, mais justement. Donc, il y a eu tout. D'où ça venait Napoléon? Il y avait des conseillers ou comment il était? C'est quelqu'un qui était un peu hors norme. C'est quelqu'un qui était un peu hors norme et il s'est entouré à cette époque-là, de beaucoup de personnes qui étaient scientifiques ou etc., donc militaires aussi. Et donc, ça a développé les sciences. Oui, c'est ça. Et par exemple, il y a eu... L'école polytechnique, c'est sa création, je crois. Alors, la création de l'école polytechnique, c'était pour former les ingénieurs... Oui. C'était pour former les ingénieurs de l'armement. Oui. Et jusqu'à maintenant, ça reste militaire. Je vois les élèves uniformés, mais quand même... J'ai été enseignant dans l'école polytechnique. Ah oui. donc les élèves étaient en principe obligés d'avoir toujours leur tenue militaire. Oui. Mais bon, on peut dire que les Français les plus intellectuellement élevés sont des militaires. Non, ça c'est pas tout à fait. C'est la Polytechnique. Oui, l'école polytechnique. Le donc. problème de l'école polytechnique, c'est que maintenant, ce n'est plus une école réellement militaire. Ah oui. Donc c'est plutôt une école qui forme des cadres
dans diverses administrations. Oui, les administrations, je connais ça. Alors, mais les mathématiques. Ah, Il paraît que les Français sont très forts en mathématiques, mais pas très forts les applications des mathématiques. alors ça, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des C'est ce écoles. qu'on Oui, dit. il y a des écoles spécialisées, comme l'école de chimie, comme l'école, etc., ou l'école des ponts, j'allais oublier cette école-là, sinon, qui offrent des débouchés techniques assez importants pour les étudiants qui sont dedans. Alors, la France a une particularité, c'est par exemple, j'ai été dans l'école l'ENS, ça s'appelle l'École normale supérieure de Paris, et là, ça forme des cadres théoriquement, je dis bien théoriquement parce que en fait, les étudiants peuvent aller un peu là où ils ont envie d'aller, donc forment les cadres de l'enseignement supérieur. Et il paraît aussi que des problèmes très compliqués, quand les entrepreneurs ont des problèmes très compliqués, ils appellent les mathématiciens. Oui, ça je puis vous dire que, alors j'ai mon collègue, enfin, oui, c'était mon collègue. Je connais quelqu'un qu'on a venu le chercher en hélicoptère pour résoudre un problème. En général, les entreprises aiment bien, quand ils sont en vraie difficulté, venir chercher les scientifiques pour essayer de résoudre leurs problèmes, et y compris avec des moyens importants. Alors, et maintenant, vous êtes en collaboration avec voilà, je suis en Eladio et collaboration. Roger. Quel est le sujet de Le recherche? sujet, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est d'essayer de faire avancer la science, bien sûr, mais aussi d'avoir des idées d'application derrière. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Alors, il y a des Ici, au Pérou, on demande des applications. Alors, il y a, des fois, les applications, ça prend du temps. Oui. Mon premier théorème, ça remonte à un certain temps, vient seulement maintenant d'être appliqué par plein de gens. Donc ça prend une trentaine d'années avant que ça commence à diffuser. Oui, j'ai entendu ça parce que, par exemple, l'intelligence artificielle a été inventée les années 90. Même avant. Même avant, et les ordinateurs n'étaient pas assez rapides pour voilà, les alors appliquer, même avant, maintenant, puisque je me souviens d'une conférence qui a été donnée par un ingénieur de chez l'industrie pharmaceutique qui disait « Ah bah oui, mais malheureusement actuellement ça prendra un temps infini ». Mais c'était dans les années 80, 70-80. Donc ça remonte... Ah oui, d'accord, oui. Et puis d'autre part, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, d'assez complexe et diffus, parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Et selon le type d'intelligence artificielle, par exemple, les systèmes experts sont très efficaces. L'intelligence artificielle grand public, c'est... ChatGPT. Oui, par exemple, c'est coup-ci, coup-ça. Parce que les algorithmes ne sont pas efficaces, et même pire, ils donnent des fausses réponses. Ah oui, parfois c'est fausse. Oui, mais c'est normal, oui. puisque une vraie réponse, en général, est parmi beaucoup d'autres réponses qui sont fausses. Donc le système va choisir la fausse réponse, puisque c'est celle qui a le plus de résultats. Donc le système expert est fait totalement différemment, puisque c'est un expert qui gère ou qui fait le logiciel et qui permet que le logiciel soit très efficace. Oui, aussi, il y a des gens qui ont peur de perdre d'emploi, mais il paraît que non, il y a des choses qui ne peut pas faire l'intelligence artificielle. Ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus ou moins faciles avec l'intelligence artificielle. Par exemple, quand je dis système expert, les gens qui travaillent dans les systèmes experts peuvent perdre leurs emplois. Par exemple, si on est médecin, un système expert donnera beaucoup mieux la réponse qu'un médecin. Oui. Oui. Mais pour faire un logiciel, le système expert, il faut qu'il y ait l'homme derrière, parce que sinon, le système expert va se tromper.
Et justement, là, j'ai entendu un joueur de football péruvien, il a dit non, il n'y a pas de problème, aucun robot va me gagner. Exactement. Exactement. Et il y a plein de choses comme ça où le Et système. surtout les mouvements, là, Ouais. les danses et tout ça. Et alors, les applications au Pérou, vous êtes Alors, les en train de applications- faire quelque chose de... Les applications au Pérou, on peut. Alors, comme je suis spécialiste de l'optimisation, Mhm. donc tout ce qui permet d'optimiser les processus, c'est. Mais nous, ici, on a le problème de transport. Exactement. Le transport, c'est une difficulté majeure, c'est l'aide à la décision. Là, je viens de donner à Huaraz une conférence sur justement les transports. Et, Le transport, ah oui, C'est ça comme ne ça. m'étonne pas. et il y a des problèmes que l'on croit faciles, mais qui sont en réalité difficiles. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux construire une route ou ne pas la construire? Ah oui, bah ça, C'est une question. ça peut... Et Il il y faut, a- il faut beaucoup de simulations mathématiques aussi. Non, parce qu'il y a des réponses. Simple. Oui, il y a des simulations. Il y a eu à New York dans les années 90 l'arrêt de la 42e rue. Décision de la... Non, c'est pour un jour. Pour un jour. Ouais, Est-ce que le Pour système. voir qu'est-ce que ça passe. Non, c'est parce qu'il y avait une manifestation dans cette rue-là. C'est tout bête. Et donc les autorités new-yorkaises craignaient que ça se passe mal parce que la circulation. En fait, ça s'est pas beaucoup mieux Bien. passé. Oh là là. Parce qu'on a supprimé une route, C'est paradoxal ça, non? totalement paradoxale. Totalement paradoxale, mais ça s'explique très bien par Alors la j'ai science. entendu aussi, j'ai lu quelque part que à Paris, et pour la limite de vitesse de la... Oui. Comment Oui. on appelle? Du périphérique. Ah oui. La limite de la vitesse de vitesse de la circonvallation, enfin le périphérique. Oui. Périphérique. Et pour arriver plus vite, ils ont dû diminuer la vitesse. Oui, mais c'est C'est aussi paradoxal. mais- Non, c'est pas paradoxal. Si on parce comprend qu'il bien. évite le bouchon à la fin. Oui, ça permet de mieux écouler, ça permet de. Quand on va très vite, il y a beaucoup plus de voitures qui arrivent au terminus, enfin aux endroits où il faut sortir, et là, ça. Mais là, ici, il faut beaucoup. Oui. Là, quand même, il faut un peu de simulation. pour Ah, bien arriver. sûr, il faut des simulations, mais il y a des paradoxes qui se créent comme ça, et donc dans les simulations, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des millions de variables et des millions de contraintes, ce qui fait que la machine a des fois pas mal. Donc, les mathématiques peuvent résoudre pas mal de problèmes. Et les problèmes du Pérou, c'est qu'on a besoin aussi de formation des étudiants. Ils cherchent des bourses. Oui. Alors, Et il paraît que la France alors et l'Allemagne offrent. je vais donner mon cas personnel. Ah, J'ai été élève de l'école normale supérieure et pendant 4 ans, j'ai reçu un salaire. oui, c'est ça. Oui. À quel âge vous avez rentré là? À 18 ans. Un salaire à partir de 18 ans. Et je crois qu'en plus, vous êtes des fonctionnaires déjà. Oui, bon, là c'est. Ça compte pour la- ça pour compte la pour- retraite. voilà, ça compte. C'est un privilège, ça. Oui. C'est même pas une bourse, c'est un emploi. C'est un emploi, mais à la sortie de l'école, il faut trouver quand même un emploi. C'est pas automatique. Oui. Donc j'avais un salaire pendant 4 ans, et à la sortie de l'école, j'étais censé. Enfin, j'ai dû rembourser ce salaire. Vous savez, Oui, parce que. parce voilà. que vous ne voulez pas travailler Non, non, pour non. l'État. Si. J'ai remboursé en travaillant pour l'État. Ah, d'accord, bon. Et pendant 10 ans. 10 ans. Donc à la sortie de l'école, il fallait que je travaille pendant 10 ans au service de l'État. Mais après, Et après, je pouvais faire ce que je voulais. et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai continué à l'université. Ah, Mais, quelle chance, hein, voilà. c'est- Donc ça permet de garder les meilleurs étudiants. Oui. Et- Alors, et- un Péruvien peut
appliquer à ce genre de bourse? Alors, Je ne sais pas. alors, oui et non. Oui et non. Il peut appliquer, effectivement, mais il sera sur la liste, enfin, à mon époque, il était sur la liste étrangère. Là? La liste étranger. Oui. Et il ne recevait pas de salaire. Ah, on peut étudier à l'école Oui. normale supérieure, par exemple, mais on ne reçoit pas de salaire? Non. Mais Il c'est pas y a- juste. C'était réservé, à mon époque, c'était réservé aux Français. Maintenant, je crois que c'est réservé aux Européens. D'accord. Je vais vous raconter une histoire personnelle. J'ai étudié à Orsay. Oui, Et alors, l'année 76, oui, après le DOA, enfin, oui, 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 je connais. on m'appelle, on me dit, écoutez, monsieur Montoya, on vient d'avoir une loi selon laquelle les meilleurs étudiants vont avoir un salaire de la DGRCT, je ne sais pas si ça existe encore, Si, Direction ça- Générale de Recherche Oui, Scientifique. oui. Ça, Et même alors, si ça a changé de nom, ça existe mais la toujours. loi, il dit pas, c'est pas, il dit pas seulement des Français, donc on applique la loi. À l'époque, Oui, on pouvait, Oui. si la loi n'était pas, là, il y a une loi qui dit que seulement pour les Français, j'imagine. Alors, c'est simplement parce qu'on est fonctionnaire. Ah, d'accord. C'est pas parce que Ah oui. faut, Ok, alors, il faut avoir le droit de- Comment on peut faire pour que les étudiants de l'université d'ingénieurs ou d'autres péruviens peuvent appliquer Ah, quel est le processus? ils peuvent appliquer, mais c'est un concours. Ah, Et donc, par exemple, quand je suis rentré à l'école normale supérieure, il n'y avait que une trentaine de places, je ne me souviens plus. Donc, il n'y a que les 30 premiers qui peuvent rentrer. Donc, c'est un concours extrêmement sélectif. d'accord. Et Mais aussi, pour l'école polytechnique, ça doit être maintenant 450. c'est ça, oui. Donc, Et les échanges de chercheurs péruviens, français, et c'est- ça marche en ce moment? Bah, le problème, c'est que il faut qu'un chercheur péruvien vienne en France et qu'un chercheur français vienne ici. Oui, Donc le problème, c'est la famille. Il ne faut jamais oublier la famille. La famille est un frein énorme pour faire les échanges. Donc les seules personnes qui sont susceptibles de venir dans un autre pays pour une durée assez grande, bah, ce sont soit les jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore de famille, soit des personnes un peu comme moi qui sont À la à la retraite. retraite. Parce qu'il n'y a Les plus de enfants ça. sont... Parce que les enfants sont partis, parce que, etc., parce qu'il n'y a plus de cours, parce que... Et donc c'est beaucoup plus facile, soit pour les jeunes qui n'ont pas encore démarré, qui n'ont pas encore de famille, soit pour des personnes un peu plus âgées qui sont plus susceptibles de voyager. Parfait. Vous savez, nous avons un public ici. Est-ce qu'il y a des questions? ¿Alguna pregunta para el profesor? Oui, concernant les bourses ici, dans le pays, là. Mm. Mais il y a une manière de proposer à les gens qui prennent la décision finalement pour développer la bourse ici au pays. Bah, si je prends le cas de la France, comme il y a les grandes écoles, c'est des bourses d'excellence. C'est la question, il intéressait Eladio en bourse. La bourse, c'est des bourses d'excellence. C'est-à-dire, c'est pas des bourses, c'est pour les meilleurs étudiants qui sont susceptibles de développer le pays par la suite. Oui, oui, ça c'est... Et alors, bourse ou salaire, puisque. Et ça permet de développer à long terme le pays. Alors, les bourses qui seraient pour des cas moins. Pour permettre à une plus grande classe d'âge est-ce que ça développe le pays? Oui, aussi, mais peut-être moins bien. Donc, il faut mixer un peu les deux, c'est-à-dire mixer les bourses d'excellence
avec peut-être d'autres moyens pour des étudiants un peu plus pauvres. Parce que les bourses d'excellence, ça permet vraiment de développer le pays en ayant une contrainte. Mais les puissances, ils sont en train de faire une politique d'attraction des talents. Oui, mais si on fait une politique d'attraction des talents, le problème c'est qu'un étudiant très bon ici partira. Oui, c'est ça. Mais pour obliger un étudiant d'ici de rester, il faut l'obliger, il reçoit une bourse d'excellence et il reste ici parce qu'il doit rembourser. Il faut rétribuer, c'est ça, une rétribution. Oui. Et il faut qu'il reste ici pendant un certain temps. Et les polytechniciens, par exemple, s'ils veulent partir dans l'industrie, ben, il faut que l'industriel paye l'école, enfin tous les frais que l'école a engagés. Ce qui est un frein. D'accord. Bien. Et donc un polytechnicien ne peut pas partir sans... Très bien. Donc, nous avons au professeur Jean-Bernard Bayon, qui travaille à l'Université Paris 1, Oui. Panthéon, Sorbonne. Et ici au Pérou, ils viennent régulièrement pour collaborer, pour travailler avec nos amis les péruviens. amis et les mathématiciens, Mais je Nadio, Roger et d'autres de l'IMCA, de l'Institut de mathématiques. Je pense que c'est une bonne collaboration et que il faudrait dans le futur qu'il y ait une plus grande interconnexion entre l'IMCA, le Chili, parce que je vais aussi au Chili. Au Chili aussi? Ah bah oui, je vais au Chili. Je pense que l'IMCA a une grosse interconnexion avec le Chili. Mais le pisco, c'est mieux ici que au Chili. Ah, le pisco. Je veux dire, ça dépend de celui qui le prépare. Muy bien. Muchas gracias, estimado profesor Jean-Bernard Bayon, y gracias a nuestros amigos matemáticos que nos han permitido tener esta entrevista bastante inteligente, pero también con humor, el típico humor francés. Esperemos que siga esta colaboración para beneficio de ambos países. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.